Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité et merci de nous avoir rejoints à bord du train littéraire ce jeudi 31 novembre 2019 à bord de votre train littéraire, Monsieur Daouda Tekete, que je vous demande d'applaudir très très fort et que nous invitons à nous rejoindre ici sur le plateau. On applaudit encore notre auteur. Merci. Diplômé de l'École supérieure de journalisme de Paris et de l'Université d'État de Leningrad annexe URSS, Daouda Tekete est journaliste à l'ORTM. Il est notre invité ce soir à bord du train littéraire de ce jeudi 31 octobre 2019. Avec lui, nous allons faire un voyage au cœur des sagesses véhiculées depuis des siècles par nos proverbes. Dans ce livre, recueil de proverbes africains, publié chez Innov Éditions en 2018, Daouda Tekete nous fait une compilation de plus de 5000 proverbes classés de la façon suivante. Au chapitre 1, nous avons les proverbes africains par pays et par thème. Dans le chapitre 2, l'auteur nous parle des proverbes africains par thème. Et au niveau du troisième chapitre, il nous fait une présentation des proverbes africains expliqués. Et enfin, au quatrième chapitre, l'auteur nous entretient sur les proverbes de la diaspora noire dans le monde. Monsieur Tekete, bonsoir et bienvenue à bord du train littéraire. Bonsoir et merci. Merci, vous êtes à votre deuxième voyage à bord du train. Alors, impression du premier voyage et celle du second, est-ce la même? Ce train, je crois que je l'avais dit au cours de mon premier passage ou de mon premier voyage dans ce train, que si ce train n'avait pas été créé, il fallait l'inventer. Il fallait l'inventer parce que, il faut le dire, c'est un vide que ce train est en train de combler. Dans la mesure où faire appel aux auteurs pour qu'ils exposent le contenu de leurs œuvres, je ne sais pas s'il en existe avec autant d'envergure et d'ampleur que ce qui se fait à l'intérieur de ce train. C'est pourquoi je dis, ce train, s'il n'existait pas, il fallait le créer. Donc, je dis bon voyage au train, en espérant que ce soir, nous allons faire un voyage parmi les plus agréables. Inch'Allah, nous l'espérons. Merci, Monsieur Tekete. Alors, recueil des proverbes africains, Monsieur Tekete. Vous qui avez beaucoup écrit sur l'éducation, vous avez écrit un livre extraordinaire sur la vie du président Modibo Keïta. Et là, maintenant, nous sommes avec les proverbes. Pourquoi traiter des proverbes et particulièrement des proverbes africains? Très bien. Pourquoi un livre sur les proverbes et plus particulièrement sur les proverbes africains? Je voudrais me faire comprendre de façon, comme je l'ai dit tantôt sur la première couverture de mon livre, proverbes africains, parler peu pour dire plus et mieux. Je vais essayer d'inscrire mon explication dans ce cadre-là en disant que la pire des pauvretés, c'est l'ignorance. Et la pire des ignorances, c'est la méconnaissance de soi. Pourquoi ce livre sur les proverbes? Parce que j'ai estimé que les proverbes, comme tant d'autres formes d'expression humaine, constituent un moyen et non des moindres pour essayer de faire comprendre aux jeunes, notamment aux jeunes africains, qui ils sont. Toutes les cultures sont unanimes à reconnaître que la meilleure des connaissances, c'est la connaissance de soi-même. Alors, que devons-nous faire, nous qui avons eu cette chance d'avoir vécu le temps que nous avons vécu et que d'autres ne l'ont pas fait, surtout les jeunes qui sont venus après nous, et toute l'expérience que nous avons acquise, toutes les observations que nous avons faites pendant ces temps-là, que devons-nous faire avant que nous baissions le bras, par évidemment la force de l'âge? Que devons-nous faire pour que ces jeunes-là puissent se retrouver, se reconnaître, savoir qui ils sont? Alors voilà pourquoi j'ai estimé bon de faire ce livre de proverbes qui en dit un peu sur les fondements essentiels de la spiritualité africaine. À travers le proverbe, surtout ce que j'ai recensé dans ce livre-là, et peut-être les explications que peut-être vous allez me permettre de donner ce soir, les proverbes
sont une forme d'expression langagère qui permettent à l'homme de véhiculer des messages permettant à l'homme de savoir qui il est. Pourquoi? Parce que pour moi, me fondant sur les principes essentiels de la spiritualité africaine, j'ai dit que l'homme est un tout en rapport avec ce qui est terrestre, extraterrestre et même cosmogonique. Mais en réduisant du point de vue de la spiritualité africaine, l'homme, à sa plus simple expression, il y a 5 dimensions essentielles qu'on doit retenir et que l'on peut retenir du point de vue de cette spiritualité africaine. La première, c'est la dimension physique. Physique. Deuxième dimension, psychique. Troisième dimension, morale. Quatrième dimension, l'âme. Et cinquième dimension, l'esprit. Donc, quand j'ai élaboré ce livre de plus de 5000 proverbes, je suis parti de cette approche pour essayer de ressortir les proverbes que je pouvais avoir et qui en disent sur la compréhension de l'homme africain, sur ce que c'est qu'un homme. Nous n'avons pas la même vision que tous les peuples. Chaque peuple a sa vision du monde. Chaque peuple a sa vision de l'homme. Nous partons du fait que l'homme, bien qu'élément physique, ne peut être ce qu'il est et ce qu'il va devenir qu'en tenant compte de ce qui est terrestre. Les 3 autres règnes, végétal, animal, minéral, et aussi ce qui est extraterrestre, qui ne relève pas de ces 3 règnes. Donc, qu'est-ce qui fait que nous pouvons nous situer par rapport non seulement aux éléments qui constituent ces 3 dimensions, ces trois règnes, animal, végétal et minéral, mais qu'est-ce qui, au-delà de cela, nous permet de nous situer en rapport avec ce qui est extraterrestre et même cosmogonique. Donc, les proverbes aident infiniment à comprendre cela. Voilà pourquoi j'ai recensé des proverbes. Peut-être que dans les explications par la suite, je pourrais dire comment est-ce que j'en suis arrivé. Et c'est à partir de ces 5 dimensions que je suis arrivé à l'ossature du livre. Je ne sais pas si je peux aller un peu... Oui, allez-y, voilà. Allez-y, continuez. Donc, j'ai dit la première dimension, c'est la dimension physique, la dimension de l'homme. D'abord biologique, être biologique. Mais un être biologique qui vit dans un milieu géographique, écologique donné. Notre continent, c'est l'Afrique. L'homme noir. Donc, voilà pourquoi le premier chapitre que j'ai voulu mettre dans ce livre, c'est le continent africain. Les proverbes du continent africain. Et dans ce chapitre, j'ai recensé des proverbes des 54 pays africains. Alors, je les ai classés de l'Algérie à l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud en Algérie. Donc, bon, d'accord, si vous voulez. On peut aller de cette façon. Pourquoi? Mais je l'ai fait de façon alphabétique. Ah, voilà. D'accord. Donc, ce n'est pas pour autre chose. C'est l'ordre alphabétique qui m'a guidé en partant du nord au sud. Tous les 54... Non, vous êtes parti du sud au nord. Parce que vous commencez par l'Afrique du Sud. Très bien. Très bien. De l'Afrique du Sud à l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, quand tu prends après les A, F bien avant L. Voilà pourquoi j'ai fait Afrique du Sud. Et ensuite, l'Algérie est venue, l'Angola, etc. jusqu'au Zimbabwe. En tout cas, c'est déjà une réponse à une question que j'avais prévue. Nous allons revenir sur autre. Nous allons venir à d'autres aspects d'abord, avant d'aller vers ces proverbes-là et par pays, par thème, ainsi de suite. En fait, je veux vraiment qu'on explique d'abord les proverbes de façon générale. Je veux qu'on essaye toujours d'avoir beaucoup plus d'explications sur le monde même des proverbes. Vous dites par exemple dans les livres que les proverbes sont étudiés par... ce qu'on appelle la parémiologie. C'est une grande découverte pour moi. J'étais loin de savoir qu'il y avait une discipline qui s'intéressait seulement aux proverbes. Et cette discipline s'appelle la parémiologie. Absolument. Vous dites que l'auteur d'un recueil de proverbes est appelé parémiographe. Oui. Voilà. Et donc, vous, en tant qu'auteur d'un recueil de proverbes, vous êtes donc un parémiographe. Pourquoi la langue, par exemple, n'a pas pensé, selon vous, à un parémiologiste, par exemple, ou à un parémiologue, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de faire des études sur les proverbes, mais qui n'a pas encore publié. C'est-à-dire, par exemple, vous, au moment où vous faisiez vos recherches, quel nom pouvait-on vous donner? Voilà. Bon, quel nom peut-on me donner? Je pense que
Je préfère ne pas moi-même me juger. Non, comme c'est on le dit question. souvent. Non, alors là, Ouais. vous êtes bel et bien paraméographe. Mais avant la publication du recueil, je crois que j'allais vous appeler paraméologiste, hein, je crois. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, Oui. toujours par rapport à ces proverbes, vous nous entretenez sur un aspect. En fait, nous faisons la confusion au niveau des termes. Les dictons, l'aphorisme, l'adage, la maxime, les préceptes, la sentence. Ce ne sont là que des genres de proverbes. Ce ne sont là que des types de proverbes. Et d'ailleurs, vous dites que le terme proverbe est un terme générique couvrant des concepts différents. Quelques éléments permettent de les différencier, bien que la frontière séparant les uns des autres ne soit pas véritablement tranchée. Les dictons constatent plutôt un fait. Exemple, on jette des pierres à l'arbre que s'il est chargé de fruits. L'aphorisme résume une théorie, tire une conclusion des faits observés. Exemple, qui est mordu par un serpent prend peur d'une corde. On apprend l'utilité des fesses que lorsque vient le moment de s'asseoir. L'arbre suit ses racines. L'adage exprime plutôt un conseil juridique ou pratique. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Les préceptes énoncent un enseignement d'ordre artistique, scientifique, philosophique ou moral. Exemple, l'éducation a des racines amères, mais ses fruits sont doux. La maxime édicte une règle de conduite. Ne te laisse pas lécher par qui peut t'avaler. La sentence émet un jugement moral, souvent de manière dogmatique. Exemple, qui ne dit jamais tiens ne doit pas se retourner s'il entend prend. N'accuse pas le puits d'être profond si tu prends une corde trop courte. Mesdames et messieurs, on applaudit M. Tiqueté. Magnifique travail, magnifique travail. Vraiment à ce niveau, quand j'ai lu tout ça, effectivement la démarcation elle n'est pas aussi claire que ça. J'ai essayé en vain de m'en faire des idées précises, nettes et claires. Croyez-moi, je n'ai pas pu le faire. Si je comprends un peu, bon, en commençant par la première question, un paléomiologue et un paléomiographe, c'est des expressions consacrées. Donc, je me suis dit, pour mieux me faire comprendre, y compris par les non-spécialistes en la matière, il ne faudrait pas que j'aille au-delà des terminologies consacrées, que d'ailleurs, disons-le très sincèrement, que je partage. Je disais tantôt, si on parle d'abord, dans tous les cas, entre le paléomiographe et le paléomiologue, la marge n'est pas grande, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire un recueil de proverbes sans en connaître les tenants et les aboutissants. Alors, qu'est-ce que je veux dire par rapport à cela? C'est que, je l'ai dit tantôt, l'homme, du point de vue de la spiritualité africaine, si on essaie de la réduire dans sa plus simple expression, c'est 5 dimensions qu'il faut retenir. Je dis bien dans sa plus simple expression. La dimension physique, la dimension psychique, la dimension morale, l'âme et l'esprit. Alors, c'est d'ailleurs à partir de ces différentes dimensions que j'ai fait le 2e chapitre, qui est le chapitre des proverbes par thème. Et dans ce chapitre, pardon, j'ai essayé de ressortir qu'est-ce qui caractérise la spiritualité africaine par rapport aux autres spiritualités dans le monde. Excusez-moi de le dire comme ça, quand c'est un travail un peu scientifique, il y a un langage un peu cru et dru qu'il faut avoir. Je veux tout simplement dire par là que, en réalité, notre approche du point de vue de la spiritualité africaine, elle est beaucoup plus complète et plus scientifique que toute autre spiritualité. Disons-le très sincèrement. Les preuves, je peux les apporter, pas forcément à cette occasion, mais en d'autres occasions. En réalité, quand tu prends un homme, j'ai dit la dimension physique. Nous sommes d'abord un être biologique. Nous existons physiquement, biologiquement parlant. Ensuite, cet aspect physique de l'homme n'évolue pas dans un cadre néant, mais c'est dans un cadre écologique donné.
le cadre écologique africain n'est pas le même que le cadre écologique des autres continents. Il y a une nette différence. Donc, ce sont ces deux aspects qui entrent en ligne de compte pour expliquer le côté physique de l'homme. L'homme lui-même, j'ai bien dit tantôt, que l'homme c'est un tout, mais un tout en rapport avec ce qui est terrestre, extraterrestre et cosmogonique. Donc, le terrestre, c'est nous, biologiquement parlant, qui existons, mais dans un cadre écologique, physique donné. Ensuite, le cadre psychique. Ça, c'est le côté où, généralement, il est difficile de sonder l'homme. Très difficile. Mais on dit souvent, quel que soit ce que tu veux cacher, ton âme finira par le révéler. Tu finis toujours, soit par l'expression de tes yeux, soit par des gestes qui te trahissent, tu finis toujours par exprimer ton âme, sincèrement ce que tu ressens au plus profond de toi-même et que souvent même tu veux cacher aux autres. Ensuite, il y a le côté moral. Nous sommes du règne animal, l'homme. Nous sommes du règne animal, mais ce qui nous distingue de l'animal, c'est l'effort de maîtriser notre instinct. Et pour arriver à codifier les mécanismes qui nous permettent de maîtriser nos instincts, nous avons établi ce qu'on appelle la morale. Nous avons établi ce que c'est la religion. Nous avons établi les lois. Ensuite, il y a le côté âme. L'âme, c'est l'autre moi de l'homme. Cet autre moi de l'homme qui le met en rapport avec les autres êtres qui existent sur Terre. Quand on dit par exemple en Bambara, permettez-moi de le dire pour ceux qui comprennent le Bambara, Fali Morobénou, ou le Morobé, Diakma Morobé, Missi Morobénou. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de par notre comportement humain, nous pouvons nous identifier aux animaux. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y a certains de ces proverbes, permettez-moi de le citer, où je dis, il y a des êtres humains à cœur d'animal, comme il y a des animaux à cœur humain. Donc, ça c'est le côté âme que j'exprime à travers les proverbes. Ensuite, il y a le côté esprit. 4 éléments primordiaux existent dans toutes les spiritualités, d'ailleurs qui se sont inspirées de la spiritualité africaine, toutes les spiritualités sans exception qui existent aujourd'hui dans le monde, se sont inspirées de la spiritualité africaine de ce point de vue. Les 4 éléments primordiaux, l'air, le feu, le ciel et la terre. Alors, comme on le dit, quelqu'un dont la personnalité psychique, dont l'âme et l'esprit se fondent sur la terre, il est difficile qu'ils s'entendent, plutôt qu'ils se fondent sur l'eau, il est difficile qu'ils s'entendent avec quelqu'un dont la personnalité se fonde sur le feu. Le feu et l'air et l'eau, est-ce qu'ils vont ensemble? C'est compliqué. Donc en réalité, c'est des faits qui sont avérés, scientifiquement qui sont prouvés, qui peuvent être expliqués. Donc si l'on parle de cela, de ces principes-là, alors on vient à l'esprit. L'esprit, vous voyez souvent dans toutes les spiritualités africaines sans exception, on dit souvent qu'il y a l'esprit de la forêt, l'esprit de l'eau, l'esprit du feu. Mais c'est moins cet esprit que l'esprit intégré en l'homme lui-même que j'évoque dans ce livre. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à cela? C'est que l'esprit, ça renvoie aux ancêtres. Nous sommes tous issus d'ancêtres, qui que nous soyons. Alors, et c'est pourquoi, du point de vue de la spiritualité africaine, différemment de la plupart des spiritualités, d'autres spiritualités qui existent aujourd'hui au monde, nous n'avons pas la même compréhension de la famille. La famille africaine est tout autre dans l'esprit de l'Africain authentique que la famille européenne ou asiatique ou américaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous partons du fait que du point de vue de notre spiritualité, la famille a 2 grands axes. L'axe vertical et l'axe horizontal. L'axe horizontal, ça c'est le père, la mère, les tantes, tous ceux qui vivent, qui sont liés par des liens de sang. Mais la famille verticale, dans la spiritualité africaine, c'est depuis l'ancêtre créateur, fondateur, que certains appellent Dieu, d'autres Allah, etc., autres, jusqu'aux descendants qui ne sont pas encore nés. Et dans notre approche, aussi longtemps que nous ne tiendrons pas compte de cela, il nous sera difficile de nous sortir des problèmes. Je m'explique. Aujourd'hui, regardez, toutes les spiritualités, surtout africaines, en fait, toutes les différentes variétés de la spiritualité africaine, sont unanimes à reconnaître que
Permettez-moi de le dire peut-être un peu en bambara, peut-être on va essayer de le traduire ensemble en français. Moro moro nimi bokolo bonya ite barikasoro. Celui qui abandonne ses ancêtres sera abandonné par ses descendants. Ça c'est clair. Mais qu'est-ce que nos ancêtres nous ont laissé du point de l'équilibre physique, psychique, moral, de l'âme et de l'esprit et que nous suivons aujourd'hui? Presque pas. Nous avons pratiquement tout abandonné. Nous ne faisons qu'imiter, que suivre des éléments d'autres spiritualités au détriment de nos propres spiritualités. La preuve, permettez-moi de le dire, l'Afrique est le seul continent au monde où quand tu regardes les noms sont tout autres que des noms authentiquement africains. C'est Mahamadou, Amadou, Mohamed, Daouda, Fatoumata, Robert. Fatoumata, Robert, Gabriel, Joseph. Vous avez jamais vu un Français s'appeler Nchi, un Français authentique s'appeler Nchi, Mpie, Ngolo, ou Nama? Vous avez vu un Chinois s'appeler Gabriel, Mohamed, Abdul Aziz, Abou Bakr? Non. Alors, quelque part, l'abandon de notre spiritualité, et je l'explique dans ces proverbes, je donne des proverbes qui attirent notre attention sur le fait, je l'ai dit tantôt, j'ai dit, la pire des pauvretés, c'est l'ignorance. Et la pire des ignorances, c'est la méconnaissance de soi. Tout individu qui ne se connaît pas a tout faux. Il ne pourra jamais progresser. Or, quand on prend, même du point de vue des proverbes qui sont une forme d'expression de notre spiritualité, vous verrez dedans, bon, je me réserverai de citer tout ça, parce que je souhaiterais quand même que les gens ici, avec tout ce qu'on va dire, se ruent sur le livre-là et qu'ils l'achètent. Donc il y a des éléments, de détails que je me retiendrai de dire, hein, avec le souci que bon, vous puissiez pour la suite chercher à lire ce livre-là. Alors, quand je dis par exemple la différence, il a dit le paléomiologue. Le paléomiologue, il tient compte dans l'analyse, dans l'étude du proverbe, des dimensions anthropologiques, sociologiques, sociales et historiques. Tout cela, je l'aborde dans le livre. Par exemple, quand tu prends du point de vue, est-ce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, on cultive le sorgho? Où est-ce qu'on cultive beaucoup plus le sorgho? C'est pas en Afrique? C'est ce que je pense moi aussi. Nous produisons beaucoup de sorgho ici, parce que notre climat se prête le mieux. Alors, je prends un proverbe pour montrer, par exemple, l'aspect anthropologique, physique du proverbe, tel que je l'aborde ici. Quand on dit, il y a un proverbe qui dit, par exemple, sarcle tous tes plants de sorgho. Tu ne sais pas celui qui est fertile et celui qui ne l'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, c'est de la métaphore. Ça renvoie au fait que il kana jofo ila kafo ni tina seki nafa niba iba toy ibe fendo toy iba meri kafati nafa kasoyi nafa ika nafa bodila. Donc voilà un peu l'aspect que le paléomiologue prend. Ensuite, la dimension physique. J'ai dit physique géographique. Physique, c'est l'être biologique qui existe, mais dans un milieu écologique physique donné. Alors, quand vous regardez, j'ai dit proverbe africain. L'Afrique, c'est un milieu écologique, physique, géographique donné. Et quand j'ai abordé aussi l'aspect historique, aussi loin que l'on puisse remonter dans les recherches sur l'origine des proverbes, on n'est pas arrivé à dépasser l'année 2400 avant Jésus-Christ, où le premier proverbe, à l'époque, on l'appelait Seibat, les premiers proverbes plus anciens qui aient pu être révélés à l'homme dans sa recherche, c'est fait en Égypte pharaonique noire par un vizir du pharaon Djedkare Isésis, qui a existé 2400 ans avant Jésus-Christ en Égypte pharaonique. Et le papyrus qu'il a écrit a été découvert dans une tombe à Thèbes en 1843 par un archéologue français du nom d'Avesne. On n'est jamais arrivé à trouver des proverbes qui est daté avant cela. Donc historiquement, l'origine du proverbe, c'est l'Afrique. Ensuite, un autre papyrus qui a été découvert en 1887, toujours à Thèbes dans une autre tombe, et qui se trouve aujourd'hui au British Museum à Londres, qui est daté de 1550 ans avant Jésus-Christ.
c'est le papyrus de Cagny et qui reprend à peu près les mêmes choses que ce qui était écrit dans le papyrus découvert en 1843, toujours dans une autre tombe, mais qui était cette fois-ci le papyrus de Taotep. Taotep, c'est le premier auteur qui a eu à poser sur support écrit un proverbe. Mais à l'époque, on appelait le proverbe Seibat. Donc voilà, tout ça, ça relève du travail du paléomiologue. Puis étudier les choses. D'accord. Maintenant, nous allons essayer de voir alors comment naissent ces proverbes-là. Déjà, rien que dans votre livre, nous avons plus de 5000 proverbes. Alors, comment naissent les proverbes c'est-à-dire au terme de vos recherches? Alors, par rapport à la naissance des proverbes, qu'avez-vous retenu? Bon, le proverbe, généralement d'ailleurs, il faut le dire, généralement, je ne dis pas absolument, mais généralement, le proverbe n'a pas d'auteur. Mais il arrive qu'il y ait des auteurs. Comme je l'ai dit tantôt avec Taotep, comme avec Adini, dans l'Égypte pharaonique. Mais lui, son cas, il avait demandé la permission. Dans votre livre, pharaon, il a demandé la permission au pharaon de mettre sur support écrit la grande sagesse. La tradition orale qu'il voulait transmettre à son fils. Et le proverbe. Est-ce que c'est en fait l'auteur de ces proverbes-là? Je ne crois pas. Oui, parce que puisque c'est lui qui l'a écrit et c'est attesté. C'est attesté, c'est le papyrus qui porte son nom et c'est lui qui l'a écrit. Mais il a écrit ce qu'on disait. Par exemple, êtes-vous l'auteur de ces proverbes? Non. Eh bien, donc lui aussi n'est pas l'auteur de ces proverbes-là, je pense. Oui, comprenez-nous. Quand je dis qu'il en est l'auteur, c'est lui qui a consigné. Ça aurait pu disparaître sans lui. Tout à fait. Ça aurait pu disparaître. Mais le fait d'avoir consigné ça par écrit et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a d'ailleurs 3 ou 4 pages dans ce livre où vous trouverez qu'il n'y a que ces proverbes à lui. Mais pratiquement, il n'y a pas un aspect dans la spiritualité africaine qu'il n'est pas abordé. Pratiquement. Ces différents aspects que je vous ai tantôt évoqués. Alors, quand tu dis comment on arrive à un proverbe, le proverbe, quand d'une manière générale tu l'analyses, c'est une formule langagère de portée générale contenant de la morale, l'expression de sagesse ou une vérité d'expérience. Donc toujours on part d'observation. Et c'est d'ailleurs ça la force des proverbes africains. On part toujours d'observation, de faits qui se sont multipliés à travers le temps et les lieux pour consigner cela sous forme de proverbes. Et le plus souvent, les proverbes sont d'origine rurale. Alors, donc c'est généralement à partir d'observations faites, comme par exemple je vous l'ai dit, et souvent d'ailleurs les proverbes africains ont cette spécificité par rapport aux autres proverbes, c'est qu'ils sont plus poétiques et s'inspirent beaucoup de la métaphore. Quand on dit par exemple, l'éducation a des racines amères, mais ses fruits sont doux. L'éducation, ce n'est pas un arbre qu'on peut toucher. Mais quand on dit qu'on fait l'analogie avec un arbre, les racines sont amères. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile d'éduquer. C'est très difficile. Mais quand on arrive à bien éduquer, c'est clair, les fruits sont doux. Aujourd'hui, excusez-moi de le dire, de faire cette petite digression, mais quand nos systèmes éducatifs, pas seulement au Mali, mais dans toute l'Afrique, partout aujourd'hui en Afrique, les systèmes éducatifs sont inappropriés par rapport aux besoins éducatifs que l'on voit pourtant saillants. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a tout faux de croire que le contenu qu'on donne à l'éducation aujourd'hui, à l'école et même dans les familles, on a tout faux de croire que c'est ce qui va nous permettre de créer des jeunes capables de prendre la relève. C'est faux. Mais regardez aujourd'hui, l'école commence à se présenter pas seulement au Mali, mais regardez aujourd'hui, quand bien même c'est des jeunes à l'intérieur du pays, au Mali, qui s'associent à des gens pour venir fermer des écoles, brûler des classes. Ça veut dire que ce qu'on enseigne, ces jeunes-là ne se retrouvent pas dedans, ils ne voient pas du tout que ça les aide à trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc, tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous revenions à nous-mêmes. N'ayons pas peur de le dire. Ce que nous faisons aujourd'hui en termes d'éducation ne correspond pas du tout à la recherche de solutions aux problèmes qui nous assaillent. Pas du tout. Je le dis souvent dans les proverbes, dans beaucoup de ces proverbes-là. Donc, le travail du paléomiologue revient à faire en sorte que, à travers les proverbes, nous apprenions à nous connaître nous-mêmes,
à savoir qui nous sommes, d'où nous venons, où nous voulons aller. Les proverbes le disent, ils l'expliquent. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on enseigne les proverbes africains dans les écoles au Mali ou même en Afrique? Mais quand on regarde les proverbes, Oui. alors vous avez dit, vérité générale, est-ce que c'est fini les proverbes, c'est-à-dire les proverbes qu'on a, est-ce que c'est tout? Il n'y aura plus de proverbes? Je pense que ça, c'est une approche très limitée de ce que c'est que la personnalité africaine. Nous ne pouvons pas être comme les autres. Nous sommes différents des autres. Les autres avancent parce qu'ils partent de ce qu'ils sont. Même si quelquefois il y a des voix où ils se rendent compte que il ne fallait pas comme ça, il fallait redresser. Mais l'Afrique est le seul continent où on se rend compte d'année en année que ce qu'on est en train de faire ne fait que nous enfoncer dans les problèmes plutôt que nous aider à sortir. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons cru que c'est en imitant de façon servile les autres, en nous abandonnant nous-mêmes, que nous pourrons arriver à trouver des solutions à nos problèmes. C'est faux. Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, le Mali de 1960 à 68 était beaucoup plus stable que le Mali de 2012 à 2019. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons tout faux de continuer à cheminer dans la voie que nous avons adoptée et que nous croyons indiquer pour nous permettre d'être ce que nous voulons, nous sommes et de devenir ce que nous voulons devenir. Les proverbes, c'est des formes aussi par lesquelles on peut éduquer. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait en tenant compte des problèmes que nous avons? Est-ce qu'on le fait en tenant compte de ce que nous devons faire pour sortir de ces problèmes? Mais non. Mais non. Excusez-moi de le dire. Je suis actuellement en train de... J'ai terminé, enfin pas terminé, mais j'ai déposé chez mon éditrice mon 5e livre. Je vais me taire de dire un peu le titre que j'ai donné. Mais, au cours de mes recherches, excusez-moi, j'ai découvert, pas avec stupéfaction, au contraire, avec un agréable plaisir, que toutes les sciences, sans exception, dont d'autres se targuent, comme disent qu'ils sont les inventeurs, sont nées en Afrique. Sans exception, les mathématiques sont nées en Afrique. La géométrie est née en Afrique. La médecine est née en Afrique. Est-ce que vous savez que au 8e siècle avant Jésus, la médecine africaine arrivait dès que la conception était faite par une maman, c'est-à-dire qu'elle tombait en état de grossesse. Dès la première semaine, on pouvait dire avec 100% d'exactitude si l'enfant va être un garçon ou une fille. Vous le saviez? Là, c'était nos sciences occultes ou bien notre non, médecine? Non, pas occulte, scientifiquement établi. Parce qu'il y avait 2 plantes, l'orge et l'amidonier, sur lesquelles la femme allait uriner. Si elle urine et qu'au bout de 3 semaines, l'orge pousse, immanquablement l'enfant va être un garçon. Et si c'est l'amidonier qui pousse, immanquablement l'enfant va être une fille. Mais si rien ne pousse, la femme n'est pas en état de grossesse. Ça, c'était déjà en Afrique. On applaudit. Ça c'est une grande découverte. Monsieur Tekete, toujours au niveau des proverbes maintenant. Oui. Plus de 5000 proverbes quand même. Par quelle méthode êtes-vous allé? Avez-vous demandé seulement à nos grammaires? Est-ce qu'elles existent encore, celles qui nous racontent des proverbes, qui nous disent des contes? Quelle fut la méthode en fait utilisée pour arriver à compiler tous ces proverbes-là? Bon, c'est d'abord la volonté de vouloir le faire. Je l'ai dit dans le résumé du livre, que c'était avant même que je fréquente l'école, avant que je sois recruté à l'école, au début des années 60. J'ai été en visite avec ma maman, et c'était dans un village qui est à 9 km au sud de Nioro du Sahel, l'actuel Nioro du Sahel. C'est un village Peul. Alors, tous les soirs, ma grand-mère nous réunissait autour du feu et elle nous racontait des contes. Alors, je me rappelle qu'un jour, en conclusion d'un conte, elle a dit 2 proverbes. Et c'était la première fois que j'entendais un proverbe dans ma vie. Elle disait, la vache qui aime son petit le lèche même quand il grandit. Ou encore, que la vache bouscule son veau, mais ne le hait pas. Alors ça, je n'ai jamais oublié ça. Ça, c'est avant même que je n'entre à l'école. Donc, depuis, je faisais extrêmement attention à tout ce que disait ma grand-mère, ses causeries, ses conseils qu'elle donnait. Et elle partait toujours des faits très simples de la vie, formuler ça sous forme de proverbe, pour donner un sens profond du savoir-vivre en société.
à ceux à qui elle conseillait. Donc je me suis dit, puisque je savais que mon père fonctionnaire, bon, il allait un jour, parce que j'avais mes frères aînés qui étaient à l'école, j'ai dit un jour je vais être à l'école. Une des choses que je vais faire le plus, quand je serai en mesure de le faire, de savoir écrire, je vais faire un livre de proverbes. Ça, c'était avant même que je n'entre à l'école. Donc, ça m'est resté en tête. Donc, j'ai continué. À l'école, mon maître nous racontait le mercredi soir, il nous racontait des contes. Et souvent, beaucoup de ces contes-là se terminaient par des proverbes. Alors, c'est comme ça a cheminé dans ma tête. Et je me suis dit, bon, je vais continuer. Et, pour être plus bref, journaliste de mon état, il n'y a pas un continent que je n'ai pas visité lors des visites présidentielles, parce que j'accompagnais le président de la République pour ses visites un peu partout, depuis Moussa Traoré jusqu'à ATT. J'ai fait les voyages présidentiels. Mais chaque fois que j'allais et que je rencontrais des confrères de ces pays, je leur demandais s'ils peuvent me donner des proverbes de leur pays et de me préciser si c'était des proverbes Moussi ou Burkina ou bien Amharique ou Oromo en Éthiopie, ou etc., etc. Donc chaque fois que je notais. Et voilà, par la suite, quand j'ai estimé que j'avais un peu plus de temps, parti déjà à la retraite, je suis parti à la retraite en janvier dernier, alors je me suis dit maintenant je vais me consacrer à mettre tous ces proverbes-là sur papier. Et j'ai continué toujours à faire des recherches dans le net, un peu partout. Bon, quand je voyage à l'intérieur du pays aussi, je demande, je notais. Et voilà comment, finalement, je suis arrivé. Pratiquement, je peux dire que c'est un travail que j'ai progressivement mijoté et que j'ai fini par mettre sur le papier après plus de 50 ans d'observation, d'analyse et d'efforts de recherche. On applaudit Monsieur Tekete. Alors, je vous rappelle que le voyage à bord du train littéraire se fait en 3 étapes. Là, c'était la première étape, l'entretien que j'ai avec l'auteur. Et maintenant, je vais vous le passer, l'auteur. C'est à votre tour de lui poser toutes les questions que vous voulez par rapport à tout ce qui a été dit, de faire des contributions, de faire des critiques. Libre à vous, mesdames, messieurs. Alors, à qui la parole? Train littéraire. Moi, j'ai 2 petites questions. La première, c'est est-ce que, disons, M. Tekete, vous expliquez tous les proverbes dans ce recueil, les 5000 proverbes? Est-ce que vous avez une signification de ces 5000 proverbes? Comme seconde question, vous avez travaillé au niveau du département de l'éducation pendant environ 20 ans. 20 ans durant, qu'est-ce que vous avez proposé pour améliorer le système éducatif malien? Tous les proverbes sont expliqués. Non, ils ne sont pas tous expliqués. Mais il y a à peu près une trentaine de pages où c'est exclusivement des proverbes expliqués, parmi les plus usités et qui touchent les aspects, à mon sens, essentiel de la spiritualité africaine. Alors, ce sont ces proverbes expliqués que j'ai choisis sur une trentaine de pages. Bon, est-ce que je peux expliquer tous les proverbes? Alors, là, je ne vais pas avoir la prétention de vous dire oui. Mais ce qui est essentiel, c'est de pouvoir les classer en fonction de ce que j'ai appelé les différentes dimensions de l'homme du point de vue de la spiritualité africaine. Ça peut déjà être une porte pour la compréhension de ces proverbes. Alors, vous verrez par exemple que dans le livre, il y a des aspects où j'ai parlé les proverbes par thème. J'ai par exemple pris, vous savez que les sociétés africaines authentiques étaient matriarcales. C'est d'autres civilisations arabes et européennes qui sont venues nous imposer le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, vous verrez, il y a une partie spécialement sur l'amour, la mère, la famille. Donc ça montre le rôle, à travers des proverbes, le rôle que jouait la mère, la femme, depuis la sœur, la mère, jusqu'à l'épouse, le rôle que joue. Parce que toutes les sociétés africaines authentiques, je précise bien authentiques, sont unanimes à recommander que l'homme a 3 mères, entre guillemets.
En Bambara, on le dit Woloba, la mère génitrice, celle qui t'a mise au monde. Et Lamoba, celle qui t'éduque. Parce qu'une fois que ta mère conçoit une nouvelle grossesse, tu es complètement à la charge de ta sœur. C'est elle qui lave tes habits, c'est elle qui balaye ta chambre, c'est elle qui te donne à manger et qui prépare le repas, etc., etc. Donc ça, c'est la mère qui t'éduque. Et souvent, qui te donne des conseils. Évite de faire ça. Sinon, le père ne sera pas content, ou tu es vu l'autre jour dans la ville, ou dans un village, dans les rues, avec tes camarades, tu étais en train de faire des grossièretés. Si jamais tu continues comme ça, tu vas voir sur ton dos ton père et ta mère. Et moi-même, je ne suis pas content. Donc, ça, c'est la sœur. Et maintenant, il y a le Ladomba, la mère qui va s'occuper de ta vie jusqu'à ta mort. Ça, c'est ta femme, ton épouse. Donc, la vie de tout homme se passe entre ces trois mères, entre les guillemets, du point de vue africain. La mère génitrice, la mère qui t'éduque et la mère qui s'occupe de toi jusqu'à ta mort. Ça, c'est la mère. Donc, vous verrez à travers des proverbes le rôle de chacune de ces mères, par exemple. Ensuite, la prudence telle qu'elle était comprise du point de vue de la société africaine. La cohésion sociale telle qu'elle était comprise du point de vue de la spiritualité africaine. Tout cela ressort dans le chapitre, les thèmes. Donc, en voyant ça tout de suite, ça peut te donner une ouverture de compréhension, même si ce n'est pas du point de vue sémantique ou syntaxique, ça peut te donner une compréhension du contenu de ce proverbe. Voilà comment aussi je me suis organisé pour permettre au lecteur facilement de comprendre le sens de tel ou tel proverbe. Bon, maintenant, les autres proverbes expliqués, là tout de suite, ça c'est très simple. Là, tu le lis, et là encore, même là, je l'ai fait par pays et par ethnie. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à la réponse à la question. Point littéraire. Ma préoccupation concerne la problématique liée à l'enseignement des proverbes au niveau du secondaire. Aujourd'hui, nous assistons à des problèmes effectivement liés à l'enseignement du proverbe, au point que, aux yeux des apprenants, les proverbes perdent leur quintessence. Pourquoi? Parce que les proverbes sont enseignés, et en enseignant ces proverbes, on sort du contexte de ces proverbes-là. Et finalement, à chaque fois qu'on va dire un proverbe aux apprenants, ils vont dire le contraire. Et à la longue, nous n'allons pas accorder d'importance aux proverbes. Alors vous, peut-être qui avez travaillé au sein du département du ministère de l'Éducation, auriez-vous pensé à élaborer des manuels sur l'enseignement des proverbes, tant au niveau primaire que secondaire? Sinon, qui sont appelés à élaborer ces supports? S'il en existe, qui sont-ils et comment les approcher? Parce que moi, bientôt, j'enseigne déjà au secondaire, mais je n'ai pas de classe de 10e, j'ai des classes de 11e. Mais ça m'intéresse beaucoup parce que nous élaborons des mémoires sur l'enseignement des proverbes. Mais ces mémoires ne sont pas de qualité. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas imprégnés de ces proverbes-là. Parce que pour le faire, il faut avoir une connaissance maximale de ces proverbes-là. Et tel n'est pas le cas chez les enseignants du secondaire. Alors, s'il y a des manuels élaborés sur l'enseignement des proverbes à l'école, ça va permettre aux enseignants de mieux se situer au niveau de l'enseignement de ces proverbes-là. Alors, est-ce qu'il existe ou vous avez pensé à élaborer des manuels sur l'enseignement des proverbes à l'école? J'allais dire lycée, mais à l'école. Nous sommes en train d'évoluer dans un système pour le redressement duquel, enfin quand je dis système, je parle du système éducatif, pour le redressement duquel nous ne procédons que par des mesures réformettes. On ne touche pas le fond. Malheureusement, pourquoi? Parce que c'est exactement le système global dans lequel nous évoluons qui fait que on ne peut pas arriver à aller vers la réalisation de ton souhait. Pourquoi? Moi, je te dis une chose. Est-ce que toi, quand tu viens me voir pour me dire, bon, est-ce que tu peux m'aider, je veux faire ça, je n'ai pas d'argent, mais donne-moi un peu de sous pour que je le fasse. Tu vois que je vais te donner mon argent pour que tu fasses ce que tu veux toi-même si ça ne correspond pas à ce que moi je veux?
Aujourd'hui, nous avons des systèmes éducatifs financés essentiellement par l'extérieur, malheureusement. Et voilà pourquoi ils nous imposent ce qu'il faut, ce qu'ils veulent, mais pas ce qui correspond à ce qu'il nous faut. C'est dommage. Ce n'est pas seulement le Mali, seulement, mais pratiquement tous les pays africains sont logés à cette enseigne. Malheureusement, nous croyons que ce n'est qu'avec l'argent que nous pouvons sortir de nos problèmes. Malheureusement, on le voit, d'année en année, nous nous endettons, mais d'année en année, nous nous enfonçons. Antémiridoni, ne changeons pas de cap. En 1962, quand le Mali a adopté son système de réforme de l'enseignement, on n'avait pas les moyens que l'on met aujourd'hui à la disposition de l'enseignement. Mais on avait produit des choses qui, jusqu'à aujourd'hui, malgré le temps et tous les efforts de sabordage qui ont été faits, tiennent quelque part. Aliénés que nous sommes, vous croyez que nous pouvons faire en sorte que si nous ne nous battons pas pour sortir de cette aliénation-là, de décoloniser nos mentalités, vous croyez que nous pouvons aller dans le chemin qu'il faut pour qu'on trouve une solution à nos problèmes? Jamais. Malheureusement, c'est le cas. Regardez même, nos langues sont complètement abandonnées. Tous les systèmes éducatifs en Afrique, qu'il s'agisse des anciennes colonies britanniques, françaises, portugaises, espagnoles ou même arabes, tout est enseigné dans des langues étrangères. Alors que nos langues sont éminemment riches. Nous avons des savoirs endogènes que seules nos langues peuvent permettre de véhiculer. Mais nous l'abandonnons et nous voulons. Vous croyez que, regardez, beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut vous dire en bambara, on vous dit de traduire, de le dire, d'expliquer ça en français. Vous ne vous retrouvez pas? Parce que votre mentalité, la structure mentale que vous avez héritée de vos familles n'est pas ce qu'on est en train de vous imposer à l'école. Et voilà pourquoi rien ne marche. Voilà pourquoi un enfant européen qui apprend dans sa langue, ce qu'il apprend à l'âge de 14 ans, vous, à 25 ans, vous ne pourrez pas l'apprendre parce que vous le faites dans leur langue. Point littéraire. Je voulais saluer la prouesse de notre aîné Tegetté. Et je l'ai toujours dit, et je suis très convaincue que l'Afrique a besoin d'être dite avec ses propres mots. Je parle de mots avec M-O-T-S. Dire l'Afrique avec ses mots, ça veut dire à chaque fois quand nous sommes dans la logique de la traduction, quand nous pensons en tant que créateurs d'idées ou créatrices d'idées, nous pensons des fois dans nos langues. Et comment passer d'une langue à une autre? Passer cette grande gymnastique, comme l'autre, le poète qui disait, comment dire l'Afrique avec un costume français, sans trahir ce qui est la substance originale de ce qui est dit. C'est ça le plus difficile. Et par rapport à la méthodologie, j'ai deux questions. La première question, c'est lorsque nous, au début de nos carrières d'écrivains, nous envoyions nos textes aux éditeurs français, ils nous disaient le problème de la littérature africaine, ce sont les proverbes, parce qu'on ne les comprend pas. On ne les comprend pas. Nous avons besoin de nous dire aux autres, nous avons aussi besoin de nous faire comprendre par eux. Est-ce que dans la méthodologie de M. Tegetté, sous chaque proverbe, il a essayé de donner une explication, je vais me procurer du livre pour le lire, est-ce qu'il a essayé de donner une explication par rapport au contexte dans lequel le proverbe doit être dit? Deuxième question, est-ce que du point de vue thématique, partant d'un pays à un autre, est-ce qu'il y a des proverbes qui disent la même chose? Par exemple, quand vous dites tout de suite, quand vous avez une charge sur la tête, il faut... Est-ce qu'il y a des proverbes du point de vue thématique? Quand vous quittez l'Afrique du Sud, il y a des proverbes qui disent les mêmes choses que des proverbes qui sont dits chez nous, mais pas avec d'autres mots, d'une autre façon. Est-ce que cette similarité dans les thèmes, vous avez abordé comme ça dans les thèmes la similarité d'un proverbe à un autre, mais par rapport vraiment au même thème? Je remercie ma sœur avec un ton particulier. Nous avons tout faux de continuer à cheminer comme nous le faisons actuellement. Parce que nous avons emprunté une voie qui ne fait qu'en ajouter à nos problèmes. Et pour sortir de cette voie, contrairement à ce que les gens disent, qu'il faut un recours à nos sources, mais pas un retour,
Mais on ne peut pas recourir à nos sources sans retourner à ces sources-là. On ne peut pas. Donc, souvent, il y a des façons de parler qu'on nous adresse, mais uniquement pour nous divertir, pour nous empêcher de savoir en réalité que notre salut ne viendra qu'à un retour véritable à nos sources, pour recourir à ces sources-là et faire face aux défis qui nous assaillent. Donc, mes proverbes s'inscrivent parfaitement dans ce sens-là. Et maintenant, les thématiques. Les thématiques. Est-ce qu'on a certaines thématiques? Oui. Alors, dans beaucoup de cultures, dans beaucoup Absolument. de pays, voilà. Quand vous verrez, par exemple, dans les proverbes expliqués, vous verrez, par exemple, quand il y a une partie, par exemple, bon, je prends ça au pif comme ça, il y en a plein. Hein. Quand tu prends ensemble et seul, ce qui nous coûte si nous sommes ensemble et ce qui nous coûte si nous ne sommes pas ensemble et si nous sommes seuls. Bon, j'ai montré, en citant même les pays entre parenthèses, comment cela est repris autrement par différentes cultures, par différentes ethnies. Monsieur Tekete, vous avez 1 minute comme votre dernier mot. Bon, comme dernier mot, je vais tout simplement dire qu'au-delà de ce livre sur les proverbes, j'inscris mon combat dans le sens d'une meilleure connaissance de l'Afrique par les Africains et que c'est exclusivement à ce prix que nous pourrons savoir que nous avons ici chez nous tout ce qu'il faut pour que nous sortions de ces problèmes, mais ce qui aujourd'hui nous manque le plus, c'est la qualité de l'homme. Nous péchons énormément à ce niveau. Pour finir, mesdames, messieurs, je compte vraiment vous rappeler ces proverbes qui nous parlent de silence. N'ouvre la bouche que lorsque tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau que le silence.